Affaires avions présidentiels et équipements militaires, enfin l'ère de la vérité, c'est l'intitulé de l'émission de ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Chakmar Soumano, il est coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali en rouge. Ce soir, Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la France, et particulièrement de la France. Je voudrais profiter de votre micro pour déjà par anticipation souhaiter bonne fête d'indépendance parce que le samedi prochain, on sera du côté de Paris. D'accord. Pour fêter, magnifier des Maliens établis en France. Voilà. Deuxième invité, le docteur Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques. Docteur Touré, merci d'être là. Merci bien, Borou. Bonsoir aux co-débatteurs, aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Troisième invité, monsieur Bagui Diarra, analyste politique. Diarra, merci d'être là. À moi de vous remercier et bonsoir aux fidèles de Renouveau d'ici et d'ailleurs. Le quatrième invité va certainement incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de Monsieur Abdoul Niang qui est journaliste encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je le disais donc, elle aura tenu les Maliens en haleine depuis maintenant près de 10 ans. L'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires sera donc jugée cette semaine à la faveur d'une cour d'assises spéciale qui s'ouvre ce mardi ici à Bamako. Soumano, on peut dire enfin l'ère de la vérité. Près de 10 ans, on en parlait. Merci bien Barou. Bon, déjà il faut reconnaître un fait, c'est que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Vous avez parlé de 10 ans, mais... en 2014 quand même. Bien sûr, c'est l'événement, c'est les questions par rapport au montant. Oui. C'est en 2014 qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ces questions-là. Mais il faut déjà saluer la sortie, il y a une année, du procureur général. Je pense que si vous avez bonne souvenance, il a accordé une interview à l'ORTM où, en tout cas, des chiffres que moi j'ai perçus seraient de 56 milliards. 56 milliards, oui. Parce qu'au départ, les gens étaient sur 18, 16 et 18 milliards, 17 et 20 milliards. Mais le procureur, je pense, dans son bon rôle, après toutes les investigations, est parvenu à un montant de 56 milliards. Moi, je n'invente pas, je pense que c'est... Bien entendu, on l'a entendu. Ce chiffre-là est disponible. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, le mardi, c'est l'ouverture du procès. La session. La session, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'il y a eu déjà le préalable. Le préalable, c'est les enquêtes. Et les mises en cause ont été entendues. Je pense que le juge d'instruction a fait l'instruction à charge et à décharge, parce qu'on va aussi écouter les témoins. Mais ce qui est quand même bien, depuis un moment donné, on a une idée, parce que la sortie du procureur général a été assez révélatrice. Les gens ont été situés. Donc depuis ce jour-là, je pense qu'il n'y a plus de discussion sur le montant. Parce que si la justice elle-même fixe le montant, je pense que qui de plus, en tout cas, désigné, c'est la personne la mieux indiquée qui aurait fait cela. Donc moi, je pense qu'on va attendre de voir quelle sera la vérité, mais en disant, encore une fois, que les mises en cause, même ceux qui seront en prison pour ce dossier-là, pour le moment, bénéficient de la présomption d'innocence. C'est extrêmement important de le dire. Docteur, il a fallu au moins près de 10 ans pour qu'un procès s'ouvre autour de cette affaire. Bon, c'est important parce qu'un tel procès est important d'un point de vue où la transition à son événement avait dit qu'il faudrait un Malikoura. Un Malikoura qui serait synonyme d'une rupture totale avec l'impunité et une lutte implacable contre l'injustice et la délinquance financière. Il est important à plusieurs titres parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter les gens, mais il s'agit plutôt de les juger. Et si on arrête, il faudrait bien que le processus se tienne et que la vérité puisse se manifester. À ce titre, nous souhaitons que la justice agisse dans ce sens, que les dossiers puissent être traités dans des meilleurs délais, les innocents puissent être libérés
les responsables puissent être condamnés et que l'État puisse rentrer en possession de ces fonds. C'est un procès aussi qui, à mon avis, est important aussi à plusieurs titres parce que cela pourrait donner des leçons à ceux qui ont en charge la gestion des deniers publics à ce jour. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que dès qu'on touche l'argent public, il sera intouchable. Parce qu'ils rendront compte tôt ou tard devant les tribunaux, c'est-à-dire devant les hommes. Un procès pédagogique. Très pédagogique et instructif parce que cela montrerait que la transition, à son image, est en train de déclencher une lutte contre l'impunité à plusieurs titres. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont nos deniers publics, pourront rendre compte après, tôt ou tard, devant les cours, c'est-à-dire devant les hommes. Et à ce titre, il est important de rappeler pour les religions, on l'avait toujours dit, le rappel profite aux croyants, même si ce n'est pas devant, ils vont rendre compte devant la justice divine. Donc un procès pour rappel pour ceux qui sont nouveaux par rapport à ce dossier, pour avoir d'informations. C'est un dossier qui remonterait de 2014, tu l'avais dit il y a 10 ans, d'un montant ou d'une somme faramineuse de 1200. Qui varie selon les versions. Oui, la loi même porte sur à peu près 1230 milliards. La loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui axe aux trois axes, notamment l'amélioration des conditions de vie du personnel et du commandement, l'amélioration des capacités opérationnelles des militaires et un appui logistique. Donc ce procès est important parce que cela mettra fin à tout débat, les débats notamment les questions que les gens se posent, qui a géré ce fonds, la qualité des équipements achetés, et comment les contrats ont été conclus, comment les contrats ont été exécutés. Donc nous pouvons dire que c'est un procès salutaire. Les Maliens attendent surtout, et cela va au-delà des Maliens, c'est l'image même de la transition qui est en jeu dans ce procès. Ok. Et ce dossier emblématique finalement sera enrôlé au cours de cette session spéciale. Oui, je pense que M. Sidibé, c'est extrêmement important de saluer, à mon avis, l'ouverture de ce procès-là, compte tenu de l'envergure de la situation, vous l'avez dit vous-même. Et en plusieurs points, si vous avez fait attention, et lorsque ma mémoire est bonne, je pense que ce même dossier-là avait été classé sans suite à un moment donné. Et je pense que dans ce même dossier-là, si on remonte un peu dans le passé, on se rend compte que même l'État du Mali avait eu à perdre effectivement un procès, notamment contre Guillostar, toujours en lien avec ce dossier-là. Surtout l'équipement militaire. Exactement. Oui. Et donc, quand vous voyez, c'est toujours la justice du Mali qui était impliquée dans tout ça, parce que c'est la justice qui faisait ça, même si on n'a pas aujourd'hui les mêmes acteurs qui animent cette justice. Mais la justice, elle est pour le Mali. Et donc, c'est extrêmement important qu'un tel dossier, nos autorités aient le courage effectivement de l'engager, parce que plusieurs choses sont liées à ça. D'abord, la crédibilité de la justice. Parce que quand vous regardez au-delà de l'envergure donc des sommes engagées, mais il s'agit de nos militaires, même si on sait qu'il y a deux dossiers, mais nos militaires sont concernés par ce qui concerne l'équipement. Et derrière, vous allez voir, il y a énormément de personnalités qui ont été aussi citées dans ça. Donc, il est bon que justice soit faite pour que celle-là qui ne se rapproche rien, du moins qui ne se reproche rien, soit simplement libre, ou que, en tout cas, que la population, les contribuables que nous sommes, que nous puissions connaître effectivement la vérité. Et c'est aussi important. Dans le Mali-Croix, il est dit, j'aime bien ce mot-là, parce que, à mon avis, ça pourra témoigner de la vigueur, de la vitalité, effectivement, de notre justice. Parce que beaucoup sont concernés, ne sont pas aussi sous la main actuellement. Est-ce que ces gens vont trouver, effectivement, les moyens, donc, de venir devant le peuple, devant la justice, pour, effectivement, donc, donner leur part de vérité? En tous les cas, je pense qu'il y a un véritable challenge pour la justice et nous ne pouvons qu'encourager simplement qu'il y ait de la justice. Parce que trop de personnes, trop de ressources, trop de choses sont impliquées dedans et donc clarification doit être faite et je pense que c'est indispensable. Soumanou, les personnes quand même citées dans ce dossier, les deux dossiers cumulés, je vais parler de l'avion présidentiel et des équipements militaires, ne sont pas toutes au Mali à l'heure où nous parlons. Comment faire aller aboutir à un procès juste et équitable quand on sait que certaines personnalités concernées par les dossiers n'y sont pas au Mali? Alors déjà, merci pour la question. L'avion présidentiel, je pense que les mises en cause, la plupart sont à Bamako et certains sont même en prison.
pour détention préventive et ces personnes bénéficient bien entendu de la présomption d'innocence. Maintenant, pour l'équipement militaire, il faut qu'on fasse la part des choses. Pour moi, enfin, quand j'ai suivi avec intérêt l'intervention du procureur général, le procès, enfin, le dossier dont il a fait cas, c'est le dossier Paramount. C'est différent de Ghosta. Paramount, c'est quoi? C'est des blindés qui seraient livrés par une société sud-africaine. Et si vous écoutez bien, en tout cas, l'intervention du procureur, aujourd'hui, le montant mis en cause, qui est reproché, en tout cas, de façon claire, mise en cause, c'est de 3 milliards. Alors, le montant du contrat Paramount, blindé, etc., serait à peu près de 34 milliards ou 40 milliards, bon, ça dépend. Il y a deux chiffres, mais je pense que le procureur très rapidement était revenu à ça, mais il a dit ce qui intéressait en tout cas les Maliens, c'est 3 milliards. Et là, de 3 milliards, il y a des personnalités, comme vous l'avez dit, qui sont citées. Il y a quand même des anciens ministres de la Défense, il y a un ancien Premier ministre, il y a un banquier qui est aussi cité, il y a des chefs d'état-major. Maintenant, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est de voir ce dossier, ce contrat en question a été initié sous l'Ancien Régime. Et maintenant, est en train de connaître son épilogue sous le régime actuel. Et donc, on va se poser la question, ce qui est reproché aujourd'hui à 18 personnes, dont des anciens ministres de la Défense, un ancien banquier, ancien Premier ministre et officiers, des officiers de l'armée, la question est très sensible. Mais quelle que soit la sensibilité du dossier, les Maliens aussi veulent connaître la vérité. Déjà, quand on regarde la nature de l'opération, moi je le fais, j'analyse avec les éléments que j'ai, je me dis, est-ce que ce n'est pas une affaire purement commerciale? Par exemple, il y a un contrat qui a été signé et tout, et donc il y a eu des blindés certainement qui ont été livrés, ou qui peut-être ne répondraient pas aux qualités spécifiques, initialement, et ensuite il y a d'autres blindés qu'on attend d'être livrés. Et à ce niveau, la question que je me pose, est-ce que le contrat qui aujourd'hui dont la mise en œuvre a posé des problèmes, est-ce qu'à ce stade, ce contrat est toujours d'actualité ou les résilié? Je me pose cette question. Parce que, en fait, quand il y a beaucoup de problèmes par rapport à un contrat, on peut revenir sur la forme du contrat. Est-ce que le contrat a été conclu dans les règles de l'art? Parce qu'il y a des procédures de conclusion. C'est de ça qu'il s'agit, Soumano. Je me pose des questions. Oui. Je dis c'est pour cela. Donc si c'est le cas, on va parler de l'annulation du contrat. Donc ça veut dire que l'État aura perdu beaucoup de ressources. En revanche, si c'est un contrat qui a été résilié, il y a aussi des conséquences liées à ça, parce qu'annulation et résiliation, il y a une différence. Ou alors, le contrat n'est ni annulé, ni résilié, il est interrompu, il est suspendu. Ça aussi, il faut tirer des conséquences. Donc moi, ce que je me dis, Oui. pour le montant, en tout cas, de 3 milliards, la justice a fait un travail extraordinaire. Et là, je tire chapeau encore au procureur général. Parce que, imaginez, autant, et ces enquêtes ont permis de passer pour l'avion présidentiel de la somme de 18 milliards. Sauf que ce n'est pas forcément le procureur général qui mène les enquêtes. Non, hein? je dis, je tire chapeau parce que c'est lui qui a porté l'information. D'accord, oui. Quand même, ça, c'est le mérite, je veux dire. Effectivement. Sinon, il pouvait ne pas, quand même, s'exprimer sur la chaîne nationale. Il a quand même, ça a été apprécié. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai apprécié. Donc, j'ai dit, d'une part, la première analyse, c'est que pour le dossier avion présidentiel, nous avons retenu que le montant de l'avion présidentiel, on était initialement à 18 milliards, c'est ce que les Maliens avaient comme information, Oui. mais ça a sorti à ramener ce montant à 66 milliards. Par contre, par rapport au dossier militaire, je parle bien de Paramount, Oui. le premier montant mis en cause, c'était dans l'ordre à peu près de plus de 30 milliards, mais aujourd'hui, c'est 3 milliards qui est reproché. Donc vous voyez déjà que la justice a fait un premier travail salutaire. Et j'ose espérer que le procès va permettre notamment de livrer les innocents. S'il y a quelqu'un, un accusé qui avait souhaité de tout sauver la tenue de ce procès, c'est bien l'ancien ministre en charge des Finances, Madame Sissogo Philippe Boiré. Oui, tout à fait. Madame la ministre, même pour rappel, a fait une lettre adressée à son Excellence. Parce que elle tient vraiment à s'innocenter et que la vérité puisse se manifester. Donc, pour rappel ce dossier, il est important de rappeler que ce dossier
et ces financements des équipements militaires ou de l'achat de l'avion présidentiel, il est important de reconnaître l'effort du régime passé parce que dans tous les cas, c'est IBK qui avait commencé le renforcement de l'armée à travers la loi d'orientation de programme qui était un document clé de la RSS, la réforme du secteur de la sécurité. Maintenant, les questions et les inégalités varient parce que aux informations que moi j'avais eues, c'était de 28,5 milliards pour l'avion présidentiel et de 69 milliards pour les équipements militaires de façon globale. Mais Phili est dans son rôle parce que c'est une dame de 69 ans, elle cherche à s'innocenter. C'est ce qu'elle cherche. Elle dit qu'elle est innocente. Maintenant, c'est au cours de ce procès qu'on puisse l'innocenter, soit la condamner. Donc, elle est dans son rôle. Maintenant, la question, quel message ou qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le procès se fasse dans les meilleurs délais. Et pour ceux qui ne sont pas là, comment les écouter, comment les faire appel? Là, la justice pourrait s'accentuer sur les relations, les coopérations, les accords judiciaires qui existent entre le Mali et dans les pays où ils se trouveront. Mais dans tous les cas, chaque Malien attend de ce procès qui a vraiment fait des tollés sur le plan national comme international. Mais à ce jour, tout le monde ou tous les préjugés ou les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Mais la dame, c'est une dame, elle mérite vraiment que justice soit rendue pour elle. Et elle a eu le courage surtout de ne pas bouger. Elle était restée, quel qu'en soit le fait, elle est là, elle s'assume, elle dit qu'elle est là, elle a les preuves pour s'innocenter, mais c'est la justice qui puisse l'innocenter ou soit la condamner. Mais comme nous l'avons dit, ce procès est important, ce procès va permettre, au-delà des Phili, d'élucider les populations sur ce qui se passe en matière de gestion. Ok. Du pain béni pour finalement Phili Boiré. Phili Sissoko. Et avant de répondre à ça, je pense que j'ai besoin de clarifier un certain nombre de choses à Soumano. Je pense que lorsque moi j'interviens, je souhaite que mes interventions ne soient pas sorties de leur contexte. J'ai fait la genèse liée à ces dossiers-là. Je n'ai pas dit que ce qui est devant la justice aujourd'hui, je ne suis pas rentré dans les détails parce que toi, tu n'es pas dans les dossiers. Tout ce que nous savons, c'est en fait par voie de presse, ce qui arrive là, les documents, c'est les chiffres qu'on donne. Moi, ce n'est pas important pour moi. Je fais économie de ça, de revenir avec ça. Mais je pars à la substance. J'essaie de montrer l'évolution pour donner, en tout cas, la substance de ce que je pense être utile dans ça. Parce que c'est quand même extrêmement important. Un dossier aussi important qui a été classé non-lieu à un moment donné et qui, dans ce même dossier-là, on a vu effectivement où l'État a même perdu. Ça montre déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses liées à ça et c'est ce que je rappelle. Donc je pense qu'il est important de laisser les interventions dans leur contexte. Ceci étant dit, et du pain béni pour madame... Qui l'avait demandé ce procès. Oui, donc ce que je veux dire là, je pense que ce qu'elle disait était correct quelque part de mon point de vue. Elle souhaitait être devant la justice de son pays. Et je pense que tous ceux qui sont concernés, à mon avis, c'est la même chose qui doit animer tout un chacun. Simplement pourquoi? J'ai dit, quand vous voyez autant de ressources impliquées et cette situation liée, laissons même l'avion présidentiel, mais partons même aux équipements militaires. Et si nous revenons à l'avion présidentiel, c'est toujours les ressources du contribuable qui sont dedans. Et dans un pays qui était en guerre. Donc lorsque vous êtes impliqué dans ça, ou lorsque vous êtes cité dans ça, moi je pense à mon humble avis que tout le monde devait avoir la même attitude que Mme Phili pour être devant la justice de son pays afin que justice soit rendue. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que son souhait a été exaucé, au moins quand même la chose va être engagée. Le deuxième élément, c'est que cette justice elle soit faite. Ce que nous pouvons faire en ce moment-là, et c'est rappelé par exemple ce que le procureur lui-même, Timbo, avait dit effectivement il y a une année quand il intervenait, il avait mis le point sur en fait la sanction sociale vis-à-vis de la justice. Quand déjà la justice pense à cela, ça veut dire qu'elle se voit redevable vis-à-vis donc de nos concitoyens, vis-à-vis des contribuables pour qu'il y ait une saine distribution de la justice. Nous ne pouvons que souhaiter et appeler de toute notre vœu par rapport à cela pour Phili et pour tous ceux-là qui sont cités. Je ne mentionnerai pas l'aspect de présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est connu, oui. Mais ce que je dis... Nous parlons ici déjà sous le couvert de la présomption d'innocence. Exactement, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse susciter, on puisse appeler tous ceux-là qui sont cités. Il s'agit de notre nation, que cette justice-là soit faite, encourager cette justice-là à être distribuée et de manière impartiale
pour que tout simplement, tous ceux qui sont engagés, les populations, nous sommes tous redevables quelque part parce que nous avons besoin de savoir où nos ressources ont été engagées dans un pays en guerre avec autant de difficultés. Ok. Soumaïla, est-ce que vous pensez que l'État, je peux parler des autorités judiciaires, en tout cas, ont la possibilité de faire comparaître toutes les personnes citées dans cette affaire au cours de cette session? Bon, vous savez, le procès, la partie se fait toujours assister par un conseil, qu'on appelle l'avocat. Et vous savez, il y a tous les mécanismes. Et on a vu souvent dans certains pays des accusés qui ont été, dont la responsabilité a été reconnue, ont été condamnés par contumace. Je pense que ce mécanisme existe, mais moi aussi, encore une fois, je voudrais qu'on ait les uns et les autres. Le cas quand on prend l'exemple sur le cas du procès guinéen, par exemple, Ouais. Dadis a été extradé, il y a Toumba qui était au Sénégal aussi qui est... Vous voyez un peu, donc Non, est-ce qu'on moi, a ce que je cette veux dire- capacité? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, en tous les cas, je fais confiance à la justice malienne. Je sais qu'elle a les moyens pour pouvoir, en tout cas, faire manifester la vérité. Ça, c'est important. Maintenant, il faut aussi se dire que même ceux qui ne sont pas à Bamako, présentement, la présomption d'innocence leur sert, enfin, ça leur profite, je veux dire, Oui. jusqu'à ce qu'il y ait la dernière condamnation. Peut-être que le fait de ne pas comparaître peut souvent être constitutif comment on appelle ça, d'une mesure aggravante de la situation, mais pour moi, cela aussi ne doit pas remettre en cause la question de présomption d'innocence. Maintenant, ce que je voudrais dire, quand vous avez annoncé les dossiers, aujourd'hui, mon intervention, je l'ai axée sur les dossiers qui ont été nommément cités par le procureur. Et les dossiers nommément cités par le procureur dans son intervention, c'est visible, ceux qui n'en ont pas, je peux leur envoyer le lien. C'est d'abord l'avion présidentiel, en premier lieu. Ensuite, les équipements militaires axés sur le dossier Paramount, c'est important. Et enfin, le dossier comment on appelle, de la sécurité au niveau de l'aéroport. C'était le droit dossier sur lequel il a donné son intervention. Donc, moi, j'estime que ce sont les deux premiers dossiers qui feront l'objet d'examen approfondi le mardi. Le troisième dossier dont il a fait cas, moi, c'est pas que je l'ai sorti de son cadre, mais je voudrais juste aussi rappeler que mon intervention a porté sur cela. Maintenant, ce qui est important, aujourd'hui, que tous les Maliens sachent qu'on a tous soif de la justice et que personne ne souhaiterait voir son prochain être jugé sans qu'il y ait les garanties de la procédure. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai pas vu que ces garanties de la procédure aient été piétinées. Pourquoi ? La présomption d'innocence, donc on a donné la possibilité à tout un chacun au niveau de la préliminaire de venir s'expliquer, ça a été le cas. Il y a la possibilité de se faire assister par des conseils. Et également, je pense que le délai de traitement n'a pas dépassé les délais légaux. Parce qu'en matière criminelle, vous avez 3 ans, en tout cas la justice dispose de 3 ans. Voilà pourquoi souvent je me dis, est-ce que le fait que Mme Fili a demandé de se faire juger, que lorsque ça n'a pas été fait de suite, comme si quelque part on était en train de piétiner cette loi. Pour moi, ce n'est pas le cas. La justice a son temps. Quand j'ai d'ailleurs démarré mes propos initiaux avec ça, on disait que le temps de la justice n'est pas celle des hommes, et celui des hommes plutôt. Donc, ayons confiance à la justice. Et moi, je sais que nos hommes qui ont en charge de ce dossier-là sont assez professionnels, assez expérimentés, et ils seront tirés, en tout cas, le meilleur profit des informations qu'on leur mettra à disposition. Ok. Nous savons aussi que c'est un dossier, cette session aussi aura le mérite en tout cas, de juger beaucoup de chefs militaires déjà. Est-ce que là, on ne doit pas aller considérer la sensibilité à ce niveau, par exemple? Oui, pour dire, question d'armée... Surtout pour un pays en guerre. Oui, pour un pays en guerre, question militaire, question de la grande muette, ça amène aussi à des sensibilités, fortes, parce que dès qu'on touche l'armée, pour dire qu'il y a les liens, la fraternité d'armes entre les militaires, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont là. Mais au-delà de tout, nous pouvons faire confiance à la justice militaire, notamment à la justice malienne, de façon impartiale, à citer les responsabilités. Parce que ce procès est tellement important que ça en vaut la peine, mieux vaut tard que jamais, parce que c'est non seulement l'image de notre transition, l'image du Mali Koura,
Parce que le président même l'a dit, l'impunité zéro à tous ceux qui seront impliqués, même ses proches, il a dit en langue locale, en langue nationale bambara. Donc c'est pour dire qu'au-delà des chefs militaires, tous ceux qui seront accusés ou seront cités, qu'on leur donne les possibilités de s'expliquer. Ils ne sont pas forcément coupables, peut-être c'est des innocents, bon, ils peuvent s'expliquer, et au-delà fournir les preuves de leur innocence, ou soit ils seront condamnés. Mais qu'on ne tient pas compte de l'homme. Comme je l'ai dit, le Mali, j'ai tout le temps dit dans les rencontres que le Mali n'est la propriété privée de personne. Le Mali, nous sommes tous égaux. Donc c'est pour dire que l'une est au-dessus de la loi, que militaire ou militaire ou civil devrait être jugé conformément au manquement. Mais ce procès aussi va servir surtout à renforcer la déontologie et l'éthique des uns et des autres en matière de gestion des biens publics. Diarra, sur la comparution de tous ces chefs militaires qui sont cités dans cette affaire. Moi, je pense... Ou bien il n'y a pas lieu de particulariser le débat? Non, à mon avis, je pense que c'est des questions techniques, à mon avis, qui doivent être ou qui sont déjà prises en charge par ceux-là en charge du dossier. Mais je pense que le plus important que je voulais dire dans ma seconde intervention, je l'avais oublié, mais c'est cet autre point qui concerne les mises en cause. J'insiste dessus parce que ce procès n'aura de sens que lorsque on donne la possibilité, et je ne vais pas utiliser le mot garantie, mais lorsqu'on donne la possibilité à tous les mises en cause de pouvoir effectivement donner leur part de vérité. La justice a les moyens pour ça, où la justice, les autorités peuvent voir avec, on le sait, avec des pays qui abritent ou qui sont aujourd'hui l'hôte donc de ces personnes concernées et tout ça. Je pense que la justice a tous les moyens. L'idée, ce que je vais dire, c'est d'insister et de faire en sorte que ce procès-là ne soit pas fait en l'absence de la majorité des mises en cause. Qu'on trouve un moyen, et ça c'est lorsque je parle de la justice, mais encore je peux aussi interpeller ces mises en cause-là, parce qu'on ne peut pas avoir tout ça sur son image. Personnellement, moi, et dire que je ne vais pas me donner les moyens ou d'aider la justice de mon pays à m'attendre et à donner ma part de vérité. Parce que si nous allons à ce procès-là et que les mises en cause ne sont pas forcément, je vais dire, ne sont pas suffisamment présents ou ne sont pas suffisamment impliqués pour donner leur part de vérité, je pense que les outputs, en fait, les verdicts et tout cela qui vont tomber de ça, il peut y avoir encore beaucoup de commentaires autour de ça, et peut-être qu'on ne serait pas satisfait, nous en tant que contribuables, nous en tant que population, parce qu'on va toujours avoir de ces manipulations autour de ça, on ne saura pas là où est la vérité. Donc je pense que ce point-là est crucial, plus crucial à mon avis, que d'aller peut-être dire qu'il y a effectivement des chefs militaires qui sont dedans, des opérateurs économiques qui sont dedans, des hauts cadres du pays qui sont dedans, qui étaient aussi dans d'autres fonctions et tout ça. Je pense que cette distinction-là, elle n'est pas déterminante par rapport à trouver les moyens de faire en sorte que physiquement sur place ou à distance, qu'on fasse en sorte qu'ils soient entendus. Ce sont des enfants du pays qui ont été impliqués dans une situation, on va dire, où les points mis en cause sont très graves en réalité. Pour d'abord les mises en cause, leur famille et tout ça, je pense qu'il faut y travailler à faire en sorte que ce cas que le Mali, on puisse à partir de là dire que nous sommes en face d'une justice en laquelle nous avons pleinement confiance et qui travaille à faire en sorte que la garantie de la justice, de la distribution d'une saine justice, elle est au Mali, et ça permet, je pense, d'être un support très très viable pour la gouvernance. Okay. Ça, c'est le point que je veux. Soumaro, sur le statut de chef militaire de certains accusés. Oui, comme l'a dit Touré, vous savez, c'est très sensible. Mais moi, j'estime qu'à ce niveau, quand les autorités elles-mêmes militaires ont en tout cas laissé prospérer le dossier, ça veut dire que toutes les mesures voilà, ont été analysées, tout a été analysé. Donc aussi la justice, animée par des hommes professionnels très expérimentés et compétents, s'il y avait en tout cas quelque chose qui n'allait pas tourner au rond, peut-être que déjà les dispositions seraient prises. Mais au-delà de tout, moi ce que je veux dire, il faut que, encore une fois, on parte sur la base d'un certain nombre de principes. Quand j'écoute mon ami parler de donner la garantie que les uns et les autres s'expriment, pour moi, ça n'a même pas besoin d'être fait. Il y a
ce procès qui va s'ouvrir le mardi est la résultante d'un long processus. Depuis l'enquête préliminaire, ensuite dossier transmis au procureur, ensuite au juge d'instruction. Et ce qui est intéressant dans un procès, c'est que même si la partie mise en cause n'est pas présente, elle peut toujours se faire représenter par un conseil, un avocat, qui pourrait transmettre un certain nombre d'informations. Et donc, je ne sais pas, à l'état actuel, est-ce que la non-présence de certaines mises en cause va un peu empiéter ou alors va enlever de sa substance la quintessence du procès? Je crois que non, je pense que non, de mon point de vue. Et les informations, ce n'est pas pour rien que les 3 ans ont été mis en place comme délai d'instruction. Donc, toutes les garanties ont été prises. Donc, moi, j'estime qu'à ce niveau, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Maintenant, le travail qu'il faudrait peut-être, ce à quoi il faudrait beaucoup plus s'appesantir, c'est que même nous, population, il faut qu'on sache. Ce n'est pas parce que X est en prison pour détention préventive et que Y se retrouve à l'extérieur que d'ores et déjà leur culpabilité est établie. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est ça que les gens doivent éviter de penser. Jusqu'à preuve du contraire, aucun des mis en cause n'est coupable encore. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des trucs concordants qui pourraient... Des indices graves et concordants. Des indices graves et concordants, merci du mot. Mais en aucun cas, à ce niveau, on ne peut établir leur culpabilité. Alors, pourquoi certains seraient à l'extérieur? Ces personnes ont leur raison. Ni vous, ni moi, personne ne peut justifier ça ici. Peut-être que nous, en leur place, on serait aussi à l'extérieur. Donc, il ne faut pas leur dire que c'est parce qu'ils sont à l'extérieur que c'est par mesure de ne pas vouloir affronter la justice. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut éviter de faire ça, avoir tous les éléments. Parce que moi, si je n'ai pas tous les éléments, je ne porte pas de jugement. Je considère que leur absence ne va pas empêcher le procès de se tenir. La tenue de ce procès. Et à tout moment, s'il y a besoin de clarifier, je pense que ces personnes ont les voies et moyens indiqués, connaissent les voies et moyens indiqués plutôt pour pouvoir apporter leur part de vérité. Et ça, c'est aussi important. Donc tout ça fait partie de cette garantie que j'ai soulignée d'entrée de jeu, garantie de la procédure, qui est d'abord qui met en exerce la présomption d'innocence. Je ne vais pas me lasser de le dire parce que c'est quand même un principe assez important en matière de procès pénal, mais également la commission d'office. Même si ces personnes n'avaient pas les moyens d'avoir un avocat, l'État était obligé de leur désigner un avocat et que lui-même y paye. Ok. Vous pensez, quelles sont vos attentes? Bon, pour les attentes, c'est que le procès aille jusqu'au bout. Parce que ça aille jusqu'au bout et c'est là sans état d'âme. Que toutes les personnes concernées soient écoutées, les innocents doivent être libérés, les responsables doivent être condamnés et que l'État puisse être en possession de ces sous. Et les attentes aussi est que sans ce procès, l'image de la transition ou de Mali Koura n'est pas, à mon niveau, fortement... ça ne serait pas effectif parce qu'on ne peut pas faire un Mali Koura ou comme l'impunité qui était érigée en mode de gouvernance continue toujours et que les gens peuvent utiliser nos ressources sans nous rendre compte, cela n'est pas du tout possible. Et aussi, ce procès va servir de leçon pour ceux qui sont aux affaires. Vous prenez de l'argent, vous allez nous rendre compte, c'est-à-dire devant tôt ou tard, parce que en réalité, il faudrait que les gens comprennent que le bien public est public, que les responsabilités soient situées. Et à ce niveau, je salue la justice pour la tenue de ce procès. Et ce procès est attendu par les Maliens, non seulement d'un point de vue national et international, parce que du fait que certains ne sont pas là, ils sont au niveau international, ils écoutent, ils attendent, et que la justice fera tout son travail. Et pour ce cas spécifique, même ceux qui ne sont pas là, et j'ai vu que des gens au Mali ont été condamnés par contumace, une fois que leur culpabilité est avérée. Donc nous pouvons dire que la justice fera son travail, mais nous, en tant que peuple malien, nous attendons que le procès aille jusqu'au bout. Et que ce procès aussi ne fera pas l'impartialité en tant que chef militaire, ancien. Donc, c'est que vraiment, tous ceux qui seront impliqués devront être jugés parce qu'ils ont eu le courage d'utiliser l'argent public. Et si l'État rentre en possession de ces sous, nous allons avoir la souveraineté énergétique parce qu'on n'a pas d'électricité. Le chômage est là, l'économie a les difficultés. Vraiment, que l'État se batte au moins. Si ils sont condamnés, en réalité, s'ils sont condamnés, que les responsabilités sont situées, que l'État rentre en possession de ce sous pour les reverser, notamment dans la lutte contre le chômage surtout,
et dans notre souveraineté d'électricité. D'accord. Vous avez des attentes particulières? Et si ce n'est que pour me répéter, parce que la saine distribution de la justice en tant que citoyen, c'est véritablement ça. Mais je pense que je me dois encore de dire un certain nombre de choses à Soumano, mais c'est absolument clair quand même. C'est-à-dire que moi, quand j'interviens, je ne suis pas dans la posture de juger ou de prendre position, je le dis toujours. J'ai dit ici simplement en 2 mots simples que la garantie d'une bonne justice, aussi bien la justice que les mises en cause, doivent tous travailler à faire cela. C'est le premier point que j'ai dit. Dire la garantie de la justice, si elle est assurée, elle n'est pas assurée, ce n'est pas mon intervention. L'autre point, j'ai dit ceux-là qui sont à l'extérieur du pays et qui sont mis en cause dans ça, c'est d'abord un aspect humain vu en fait la gravité de ce qui est donné comme chef d'accusation par rapport à ça. J'ai dit trouver les moyens pour eux, ils savent trouver les moyens, tout ce que toi tu es en train de dire là. On n'a même pas besoin de dire ça ici sur ce plateau-là, parce que quand on dit la présomption d'innocence, ils ne sont pas coupables et tout ça. Mais on le sait, sinon pourquoi il y a un procès? Non, tout cela c'est connu. Il ne s'agit pas de revenir sur ça. Je pense qu'il y a de ces éléments, de mon point de vue, qu'il faut qu'on mette en avant parce que la question elle a tendance à être plus subjective. Parce qu'on a entendu certaines de ces personnes-là, à partir de là où ils sont dire, mais pourquoi, et sur les réseaux sociaux toujours, et pourquoi venir dans mon pays où je n'ai pas confiance en ma justice? Alors que nous aujourd'hui, nous avons besoin que tout le monde ait confiance en cette justice-là. Parce que quand on n'a pas confiance en elle, il y a problème. Comment aller dans une gouvernance démocratique? Donc c'est là mon point, à mon avis, qui me sert et que j'ai dit sans position. Et ma position, si elle existe, elle est simplement pour que cette justice-là, que tout le monde, tous ceux qui sont... Parce que nous avons nos ressources. Et je le dis encore une fois. Regardez, mais prenez 1 milliard dans un pays en guerre ou que 1 milliard disparaisse, il faut que des responsables soient situés. Jusque-là, on a dit ce qui faisait mal et je reviens encore dessus. Un dossier de cette envergure-là, et il est établi qu'il y a eu des malversations, qu'il y a eu des irrégularités et tout ça, mais après, ce dossier avait été classé sans suite. Et après, mais lorsqu'on l'ouvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, et peut-être qu'il y a une certaine organisation autour de ça. On encourage la justice alors à aller dans ça, mais de manière à ce qu'elle reste juste elle-même. C'est tout. En tout cas, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est tout ce que j'ai dit. Pour sortir de ce dossier. Bon, moi, je suis surpris de voir que quelqu'un aurait déclaré qu'il n'a pas confiance à sa justice, à la justice du Mali, que cette personne aurait fait cette déclaration. Moi, je n'ai pas entendu ça. Donc, cette personne, ça n'engage que la personne. Donc, moi, je ne peux pas... Parce que moi, je suis d'avis contraire. Moi, je crois foncièrement à ma justice, j'ai foi en ma justice. Et donc, je ne peux pas commenter ça. Et donc, si c'est ça qui justifie le fait que vous développez tous ces aspects, pour moi aussi, ça n'a pas sa raison d'être. Non, je termine. Non, je termine. Il y a des choses que j'évite sur un plateau et tu le sais. C'est-à-dire que dis ce que tu as à dire à ce public-là, mais en fait, n'utilise pas mes propos pour les faire sortir de leur contexte et aller dans un visée. Quand moi, je dis, écoute, quand je prends quelqu'un, un exemple, je lui dis, c'est pas en fonction de ça que moi, je suis en train d'illustrer des choses. Non, j'ai dit simplement, lorsque les gens sont impliqués, on travaille. Il faut avoir la patience. Allez-y. Non, mais allez-y. On ne s'énerve pas. Allez-y. Non, parce que tu sais, il y a des choses que je n'aime pas. Oui, mais si tu n'aimes pas, c'est pas la peine. Moi, j'ai fait quoi? Il ne faut pas s'énerver. Il faut apprendre à se maîtriser. C'est ça aussi. Allez-y, il faut apprendre à se maîtriser. Moi, j'ai dit... Diarra, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, écoute. Je ne m'énerve pas et tu le sais, Soumano, mais c'est bon, continue. Oui. Continue, je te laisse. Allez-y. C'est ça que j'ai dit. Allez-y. J'ai dit, moi, je n'ai pas entendu cette déclaration. Parce que moi, de mon point de vue, quand on me dit que tout ce que j'ai dit est déjà connu, c'est comme ce que j'ai dit, ça n'a pas d'importance. Ça aussi, c'est vexatoire. C'est pour cela que j'ai dit, je n'ai pas entendu ça. Pour mon développement, ces personnes qui sont allées, qui sont actuellement à l'extérieur, elles ont leurs raisons que moi, je ne saurais dire. Qui les a jugées? Je ne saurais te répondre. Voilà. Donc maintenant, ce qui est sûr, le procès est actuellement d'être fait pour le mardi. On attend de voir. Peut-être si leur présence ou leur absence a un impact sur le procès, on le saura. Mais ce qui est sûr, le procès va se faire. Et ce que j'ai dit, les garanties de la procédure sont jusque-là respectées. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à la faveur de son séjour en Chine, s'est entretenu avec la communauté malienne établie dans ces pays.
L'intervention était en Bambara. Docteur Touré, vous avez retenu quelque chose? Oui, bon, en Bambara, oui, mais parce que maintenant je parle bien en Bambara, c'est grâce à vous. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait des annonces, des grandes annonces, notamment notre émancipation de la CEDEAO, notamment le passeport qui est enfin prêt. Il a fait des grandes annonces des acquis que les Maliens sont capables de faire. C'est des grandes annonces. Et aussi, il a fait le bilan de son voyage, le bilan de la transition, les difficultés. Mais l'essentiel, ce qui ressort, c'est que le passeport malien est enfin prêt. Donc, en lien à ce passeport malien, nous avons su qu'il y a le passeport burkinabé. Nous attendons le passeport nigérien. Donc, la question qui se pose, est-ce que l'AES évolue en solo? La réponse est tout à fait non, parce qu'il y a un sommet qui est là, à Bamako, concernant la diplomatie, volet diplomatie de la CEDEAO, de l'AES. Ils sont en train de se réunir pour parler un peu de ce volet, mutualiser les efforts. Mais je pense que le président était dans son rôle pour enfin répondre aux grandes questions, c'est-à-dire notamment de la sortie prochaine de la CEDEAO. Et ceux qui ont les passeports CEDEAO, comment seront leurs passeports, qui ont les visas, etc., etc. Est-ce que ça aura lieu ou bien ils vont perdre carrément leurs documents intitulés CEDEAO? Donc c'est bien de les rassurer qu'ils vont avoir le passeport malien. Maintenant, est-ce que ce passeport malien, quelle va être sa capacité en termes d'accessibilité, comme mon camarade voyage beaucoup, il va nous dire après mais c'est bien quand même, c'est des annonces qui rassurent. Et le président aussi a profité de l'occasion pour recueillir les difficultés des Maliens vivant en Chine. Il a donné des réponses et des assurances. Donc c'est pour dire que le président, il a fait ce qu'il devrait faire en tant que premier responsable de la nation, en rassurant les populations que ceux qui sont à l'extérieur ne seront pas confrontés aux difficultés de voyage, notamment ils auront leur passeport 100% malien. D'accord. Diarra? Je pense que sur cette visite-là du président de la transition en Chine, dans son intervention, il y a une partie, moi je vais faire focus là-dessus, ça concerne le secteur privé. En fait, d'abord, on aura remarqué peut-être que des acteurs privés sont partis avec la délégation, mais je n'en ai pas fait attention. Premier élément. Deuxième élément, on aura aussi compris que dans sa réponse, il y avait des opérateurs économiques, certains qui étaient en face, et donc qui sont des Maliens effectivement. Donc en réponse, ils donnaient déjà, en fait, si vous voulez, la ligne de conduite aujourd'hui que l'État a vis-à-vis du secteur privé. Et pour faire court, je voudrais dire que arriver à protéger sa souveraineté, c'est établi que c'est impossible sans maîtriser son économie. Et maîtriser son économie, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait en tout cas un secteur privé national qui joue pleinement son rôle et dans tous les secteurs d'activité économique. Maintenant, moraliser cela, je pense que ça c'est bien normal et l'État est dans son rôle dans ça. Je l'ai entendu, je pense qu'il est disponible effectivement pour cela. Et cet aspect de la moralisation, même s'il n'a pas été suffisamment détaillé, moi je voudrais simplement appeler à cela. C'est-à-dire que si de retour ici, comme il l'est déjà, on travaillerait effectivement à faire en sorte qu'il puisse y avoir des discussions plus constructives autour de la mobilisation du secteur privé, mais de manière à ce que ça soit moralisé pour être aligné effectivement avec les perspectives de développement des autorités. Je pense que ce serait extrêmement gagnant. Okay. Je m'en arrête là. Oui, donc déjà ce que je retiens d'abord la visite d'État que le chef d'État va avoir en Chine. Et je retiens aussi qu'il faille mettre en place un comité de suivi, je l'ai indiqué. Parce qu'il est nouveau, il ne faut pas que ça soit comme à la IBK. L'IBK est devenu paix à son âme avec des grandes annonces, mais après, quand on fait l'état de lieu, malheureusement, les lignes n'ont pas bougé. Donc, pour éviter ce problème-là, il faut tout de suite qu'on ait un comité de suivi, soit qui soit mis au niveau présidentiel ou au niveau de la primature, et avec tous les acteurs, notamment ceux du secteur privé. Bon, je pense que moi, j'ai vu quelques membres du secteur privé à la délégation, j'ai vu quelques images, quelques têtes. Bon, après, si vous regardez un peu sur les réseaux, certains font des commentaires. Bon, nous, en tout cas, sur ce qui nous concerne, le jeune patron, nous, on n'y était pas. Mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je pense qu'on a saisi qui de droit pour un peu nous donner notre point de vue. Ce qui est important dans ça, la mobilisation des ressources qui sont annoncées, parce que j'ai vu des commentaires, apparemment la Chine aurait donné même
par rapport aux sinistrés, a fait une annonce dans ce sens. Et puis, des projets structurants qui doivent être faits. Et ce projet structurant, pour moi, le secteur privé a sa place. C'est toujours bien de faire des projets de convention État-État, c'est bien, mais pour que ça soit véritablement rentable pour la population, il faut que le secteur privé soit positionné. Et en cela, on pense que toutes les bonnes idées seraient les bienvenues et les bonnes volontés devraient saisir la présidence, la primature, le ministre du Commerce et de l'Industrie pour pouvoir leur proposer des éléments. Il ne faut pas que les uns les autres restent dans une posture attentiste en disant, bon voilà, je n'ai pas participé à cette mission, moi je ne donnerai pas mon point de vue. Je pense qu'à tous les niveaux, chacun peut apporter sa pierre à l'édification du pays. La semaine a aussi été marquée par cette vidéo dans laquelle les communicateurs de l'imam Mahmoud Dicko le met en scène dans l'avion présidentiel du président algérien. Commentaire? Bon, c'est bien parce que cette sortie de l'imam continue toujours à couler beaucoup d'encre parce que il y a deux points de vue qu'il faudrait retenir parce que d'aucuns pensent que c'est une provocation vu les tensions. Et je ne dirais pas non parce que ce n'est pas une provocation à mon avis parce que nous avons vu que le nouveau ambassadeur de l'Algérie a été reçu par notre ministre des Affaires étrangères. C'est ce qui dénote qu'il y a la bonne collaboration malgré les tensions. Malgré les émissions algériennes dans les affaires maliennes, et malgré la réticence malienne dans les propos algériens, cela veut dire qu'on a un point de vue altruiste algérien qui pense que le Mali, elle aime le Mali plus que le Mali. Le Mali, en tant que nationaliste, ne veut pas que personne s'implique dans sa gestion. Donc, nous pouvons dire que la sortie de l'imam Mahmoud Dicko, que ses fidèles ou ses partisans publient, moi, à mon avis, ne fait que compliquer les retours possibles de l'imam. Parce que ça ne sert absolument à rien. Vu le contexte qui est là, vu les griefs de l'autorité contre l'imam, parce que l'imam a été reçu par le président algérien sans passer par... C'est entre guillemets, qui n'aurait pas passé par les voies et moyens diplomatiques, d'où le Mali a dénoncé cette rencontre. Mais c'est pour compliquer un peu le retour de l'imam. Parce qu'avec cette vidéo, je pense que l'imam ne va pas venir tout de suite. D'accord. Donc voilà. Diarra, l'imam qui se met en scène dans l'avion présidentiel du président algérien quand on sait la relation qui est un peu difficile entre le Mali et l'Algérie aujourd'hui. Je pense que le plus important, à mon avis, n'est pas cette apparence. Pourquoi une telle image? Non, le plus important, peut-être qu'on l'utilise en matière de communication, mais je me dis à quelle fin ça peut servir à quoi. Parce qu'en fait, dans le fond, je ne pense pas que s'il y a aujourd'hui, peut-être, même pas peut-être, s'il y a bruit entre les autorités et l'imam Dicko, dont le rôle, effectivement, on ne cessera de le dire, on l'a connu dans ce pays-là, c'est pas parce qu'il peut avoir des relations personnelles avec qui que ce soit. Mais c'est lorsqu'il s'agit en fait de la vie du Mali, de la gouvernance du Mali, que des autorités qui sont là ont justement leur rôle à dire nous voulons être d'abord concertés, nous voulons être concernés, ainsi de suite. Donc, si déjà qu'il soit vu avec le président algérien, si c'est pour autre chose qui lui concerne, qui est personnel, à mon avis, il n'y a aucun problème. Même si on a des problèmes avec l'Algérie, il n'y a aucun problème. Mais si ça doit concerner le Mali, ce que nous ne savons pas parce qu'on ne connaît pas le contenu, je pense en ce moment que ça sert à très peu de choses. En réalité, ça ne fait qu'exacerber, comme déjà M. Touré dit dans ce cas-là, la situation. Et je pense que ça ne se prête pas à l'imam, à mon avis. Voir comme ça tant de difficultés dans son propre pays pour lequel tu t'es bien battu, on l'a vu sur tout ça, et qu'aujourd'hui il y a bruit de ce côté-là qui va aller continuer à ça. Je ne connais pas le contenu, mais j'espérais que ce n'est pas le cas. Et donc cette image-là, je pense que je m'en arrête à plus la commenter. L'attitude de l'Algérie est décriée par une large frange partie de la population malienne. L'imam qui se met en scène dans l'avion présidentiel du président algérien. Bon, et Badou, déjà, je ne vais pas faillir à ma transition. Dans l'incertitude, dans le flou, je ne porte pas de jugement. Très franchement, je n'ai pas vu cette image. Encore une fois, peut-être les gens vont dire comment j'ai pas, mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc, comme je ne l'ai pas vu, je suis face à beaucoup de flou. Je suis journaliste qui vous confirme. Non, moi je dis, je n'ai pas vu. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai.
il faut comprendre, il ne faut pas que ça vous vexe. J'ai juste dit, moi, je n'ai pas vu. Et si je n'ai pas vu, je ne peux pas faire... Parce que l'image, ça peut m'amener à donner des idées. Mais comme je n'ai pas vu... Il était parti en Mauritanie. Oui, moi, je n'ai pas vu. D'accord. On va t'envoyer la vidéo. Voilà. Peut-être si j'avais vu auparavant, je l'aurais porté. Toujours justice, hein, il y a aussi cette arrestation d'un autre imam malien, Imam Bandjougou Traoré, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui au Mali. Il a été poursuivi par le procureur en charge de la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Touré, commentaire. Bon, sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire comme Soumano est aussi prudent que moi, il faut faire attention dès qu'on parle de la justice. Donc c'est pour dire que le cas spécifique de les propos déjà tenus par l'imam. Oui, par l'imam, parce que l'imam a une conception purement islamique, parce que moi je le comprends. D'un point de vue où il est musulman, il pense dans son âme qu'il faudrait que le Mali passe vers ce qu'on appelle l'instauration d'un pays islamique ou de la charia, conformément aux voies et moyens de l'islam. Mais malheureusement pour lui, nous sommes dans un état laïque, ou plusieurs confessions, donc cela veut dire qu'il y a la liberté, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire que son opinion, pour moi, le concerne qu'elle est, le musulman, mais en réalité, dans un contexte où il y a l'émancipation de la femme, dans un contexte où l'homme doit travailler, la femme devrait travailler, donc ça pourrait donner d'autres connotations. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il a eu ce problème avec la justice. Mais je pense que, au-delà de tout, la religion, comme je l'ai dit, la religion et la politique, nous devrons faire la distinction. Quand on est religieux, on ne devrait pas se mêler de la politique, moi à mon avis. Ce qu'il a fait, c'était de la politique. Bon, en réalité, il parlait de la gestion de la cité, parce qu'il avait parlé de la gestion de la cité, et de l'habillement, et il a proposé comment devrait se tenir, et il a même classifié les femmes et les hommes en fonction de catégories socio-professionnelles. Parce que pour lui, c'est la conception pure et simple de l'islam pur et dur, mais en réalité, nous sommes dans un pays laïque. Oui, en majorité musulmane, mais pas un pays islamique, où il y a les confessions, les autres confessions qui sont là. Et aussi, nous avons aussi la liberté d'association, la liberté d'action et la liberté de choisir ses propres catégories socio-professionnelles. Ok, l'imam, après avoir tenu le propos qu'il a tenu, a fait amende honorable et a présenté ses excuses. Malgré tout, il a finalement été poursuivi par le procureur. J'ai vu tout ça sur les réseaux, mais en réalité, est-ce qu'on peut, appelons ça qu'il y a eu récidive en réalité, et qu'il venait des mailles de la justice il n'y a pas longtemps, mais deux choses que j'ai vues dans ça. À mon avis, j'ai vu la virulence dans les propos, j'ai vu l'extrémisme effectivement dans les propos, c'est mon analyse et je l'assume. Troisième élément que j'ai dit, je pense que ça met déjà à la lumière la problématique de la gestion d'un prêche, en fait. Est-ce que... C'était même l'usage des réseaux, réseaux sociaux. Oui, je sais, mais on fait ça à travers souvent, en fait, la prière du vendredi, lorsque on fait les koutouba et tout ça. Le sermon, Exactement. Donc, moi, je comprends que oui, dans la société, et surtout avec ces problèmes actuels que nous avons, que les religions ont un rôle à jouer, à dire la part de vérité de la religion, de l'islam et toute autre religion qui peut être là, la religion chrétienne et tout ça, parce que ça contribue effectivement à une certaine éducation, ça contribue à protéger davantage nos valeurs culturelles qui sont parfois protégées par les différentes religions. Donc lorsque vous prenez la parole, à mon avis, il y a ces aspects de virulence et d'extrémisme qui doivent être extraits de là, parce que si vous ne le faites pas, ça sous-entend une certaine violence en réalité derrière, et surtout qu'il est parti plus loin. Ça, c'est ces choses-là qui vont toucher en fait à la laïcité même du pays, comme Touré est en train de dire. Mais tout cela, j'ai dit simplement que ça sert peu. Donc le prêche, à mon avis, ça nous donne l'occasion de donner un mot là-dessus. Je pense que beaucoup de personnes, et en différents endroits, publics ou même semi-publics, prennent la parole pour prêcher, alors que ce ne sont pas les bonnes personnes. Même si ce sont les bonnes personnes, je pense qu'elles ne tiennent pas la plupart du temps compte du contexte dans lequel le pays se trouve, parce que c'est public, vous êtes écoutés, que ce soit sur les réseaux, que ce soit devant une audience. Je pense que lorsqu'un religieux parle, lorsqu'il prêche, il prêche la construction, il prêche la paix et la stabilité, à mon avis. Soumano, vous êtes au courant de l'arrestation de Bandjougou quand même. J'ai même vu une vidéo où il présente ses excuses.
Donc quand il a présenté ses excuses pour moi, déjà dans cette vidéo même, il dit qu'il a lui-même, il reconnaît un peu les dérives de ses propos, un peu l'analyse un peu extravagante qui a été faite. Bon, comme il a dit, je prends un truc parce qu'il était sous sursis. Il avait été condamné, libéré, mais sous sursis. Malheureusement, il a récidivé pendant que cette période de sursis ne soit échue. Donc, évidemment, je comprends pourquoi il retourne à la MCA, mais tout ceci, il faut noter que ça doit être moralisateur. Il faut que les uns et les autres se disent, quand on doit effectivement enfiler son habit de religieux, et qu'on est dans un espace religieux, il faut rester dans le cadre purement du prêche et du sermon. Mais après, parce que ça a été vraiment vexatoire, c'est comme si aujourd'hui, les personnes qui l'ont utilisées ne devraient pas exercer ce métier-là. Et donc, lui-même, il a reconnu. C'est pour cela que j'ai dit... Ça y est, surtout des femmes sportives et des femmes militaires. Des femmes militaires. Donc, chacun a le choix de son métier. Il n'y a pas de son métier. Si je décide d'être diplomate, c'est mon choix. Il faut que les gens respectent. Si lui, il a décidé d'être religieux, d'être prêcheur, on respecte son choix. Mais il faut pas... On a de la laïcité. Hein? Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, on ne peut pas porter quelque jugement que ce soit. Et puis, on est dans un pays où on ne vit pas comme dans les années 1100, 1200. Parce que des réalités, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Voilà. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Regard croisé qui recevait comme invité Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, Bagui Diarra, analyste politique, Chakmar Soumano, coordinateur du Baromètre. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de cette même émission. Au revoir.